Salut à tous, c'est Bismart, on est de retour. Alors, émission interview, comme on le fait régulièrement. C'est l'hydrogène là qui va m'intéresser. Alors, l'hydrogène et le logement. Non pas qu'il y ait un lien d'ailleurs, je ne crois pas qu'à aucun moment encore on soit dans l'idée que l'hydrogène pourrait servir à décarboner le logement. En revanche, du côté de la construction, oui, si on va vers la sidérurgie, et l'acier est quand même l'un des éléments importants de la carbonisation, on va dire ça comme ça, des bâtiments de travaux publics. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est bien la construction de logements, le coup d'arrêt qui a été noté par les promoteurs la semaine dernière. Et donc, c'est Robin Rivaton. Alors, vous vous en souvenez peut-être, il était venu nous voir il y a quelques semaines pour nous donner son verdict un petit peu inquiétant d'ailleurs hein, sur le logement, donc qui sera avec nous en fin d'émission. Avant ça, l'hydrogène. J'ai plein de questions et donc j'ai deux acteurs, pas experts, acteurs de l'hydrogène. Ils sont en train de faire quelque chose avec l'hydrogène. Quoi? À quelle échelle? On va en parler tout de suite. C'est parti, c'est Bismart. Donc, on démarre. Jean-Pierre Riche. Salut Jean-Pierre. Président de Phoenix, donc je disais acteur, voilà. Acteur aujourd'hui de l'hydrogène, c'est une conviction que tu portes depuis un bon moment. Donc, j'ai appelé ça décarboner les poids lourds. On va d'abord raconter ce que tu veux faire avec la coalition Rétrofit Hydrogène. Et puis ensuite, on ira essayer de prolonger un petit peu la discussion sur le potentiel de l'hydrogène. Hydrogène vert, gris, noir, bleu. Il y a toutes les couleurs de l'hydrogène aujourd'hui, donc on va raconter ça. D'abord, Rétrofit Hydrogène, donc décarboner les poids lourds et le transport routier. Raconte-moi un petit peu le groupement, comment ça marche et quelles sont vos ambitions. Alors, la coalition Rétrofit, on parlera de Phoenix tout à l'heure, j'imagine, ouais. mais elle est née en fait de discussions des équipes de Phoenix avec nos clients potentiels, c'est-à-dire ceux qui vont utiliser l'hydrogène pour décarboner leur transport de marchandises en particulier, puisque ça c'est un des deux marchés qu'on adresse chez Phoenix avec le marché de la chaleur industrielle. Je t'en parlerai aussi si tu veux. Et on s'est rendu compte évidemment que très rapidement, quand on discutait avec des acteurs, des acteurs industriels, donc du genre Nestlé, Coca-Cola, L'Oréal, qui se sont donné des ambitions publiques de décarbonation de leur transport à horizon 2030-2035, qu'ils étaient, quand on leur parlait d'hydrogène comme une solution évidente pour les camions de 25 à 40 tonnes, parce que ça permet aux camions d'avoir la bonne autonomie et les bons temps de recharge par rapport à une alternative électrique plus batterie. Et évidemment, c'est décarboné par rapport au diesel. Mais ils nous disaient, c'est super votre idée, mais il n'y a pas de camion. Voilà. Donc, il n'y a déjà pas beaucoup d'hydrogène et on est tout à fait au début de la montée en puissance de la capacité de production d'hydrogène, hein, puisque l'Europe veut avoir 80 000 mégawatts de capacité installée en 2030. On va y aller après, hein, entre les mégawatts, les tonnes et tout. Reste sur les camions. Alors, restons sur les camions. Il n'y a pas de camions. Il n'y a pas de camions. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas de camions et le constat, il est simple. Non seulement il n'y a pas de camions aujourd'hui, ils sont très peu les modèles disponibles et les véhicules disponibles concrètement pour faire un essai avec un camion hydrogène, mais les constructeurs qui ont l'intention de développer des camions, ils ont plutôt aussi des cibles 2026, 2027, 2028 pour la mise en service de leurs véhicules en quantité industrielle. Donc il n'y en a pas aujourd'hui, il n'y en aura pas tout de suite. Il n'y en a pas beaucoup en fait. Il y a quelques fabricants qui ont des modèles dès maintenant, mais l'essentiel des volumes vont arriver à la fin de la décennie. Or, les objectifs de décarbonation de l'Europe et des entreprises ont besoin de camions en beaucoup plus grosse quantité que ce qu'il y a aujourd'hui et que ce qu'il y aura même à l'horizon 2030. Et donc la solution évidente pour compléter ces camions neufs qui vont arriver sur le marché, c'est de rétrofiter les camions diesel existants en les équipant soit avec une pile à hydrogène, soit avec un moteur à explosion à hydrogène, qui sont les technologies en cours de développement à l'heure actuelle, mais qui seront prêtes assez vite. Donc ce qui se fait alors je pense que le rétrofit maintenant, enfin en tout cas pour ceux qui regardent cette émission, ils savent à peu près de quoi on parle. Je suis assez fier d'ailleurs, j'étais tout premier à en parler. J'y croyais pas un instant. C'est-à-dire, quand les gars venaient te raconter, c'était il y a 4-5 ans, hein, Jean-Pierre, quand les gars venaient te raconter, mais on parlait des voitures individuelles à l'époque, on va sortir le moteur de la R5 et on y met à la place un moteur électrique. Je disais, mais comment? Et ça vous coûte que 5000 balles. Mais comment c'est possible? Donc voilà, ce truc, c'est
s'est développé. Et donc, ce sujet existe aussi, et là, je dois dire, je suis un peu scotché pour les camions, où on se retrouve quand même avec des puissances nécessaires qui, ça se remplace pas comme ça, quoi. Un moteur de camion, une puissance de camion, donc ce dispositif existe et il est validé aujourd'hui. En fait, il y a aujourd'hui plusieurs rétrofiteurs en France, mais il y en a aussi en Europe, qui ont homologué des camions rétrofités, donc qui ont enlevé le moteur diesel, effectivement, gardé le châssis et les équipements de pilotage du camion, mais uniquement enlever le moteur et le remplacer par un moteur électrique et une pile à hydrogène qui permet de faire fonctionner ce camion-là. Et on a déjà des premiers véhicules qui roulent. Il y en avait un à Evolution en démonstration il y a quelques semaines sur le salon de l'hydrogène à Paris. Et ça donne à peu près quelle autonomie un tonnage autonomie, t'es sur quoi à peu près aujourd'hui comme idée? On peut faire 600-800 km, on pense qu'on va pouvoir monter même ils vont pouvoir, puisque c'est pas nous qui les fabriquons, à 1000 km d'autonomie. Mais surtout ce qui est important... Avec des 30-40 tonnes exactement, avec 30-40 tonnes. Et surtout ce qui est important, c'est que non seulement on a de l'autonomie, mais en plus, quand on fait le plein en quelques minutes et pas en quelques heures de recharge électrique. Ah oui, ça c'est très clair. Le problème, c'est qu'il faut savoir où faire le plein. Et donc là, ça veut dire qu'on est sur les bases industrielles, d'où l'importance d'avoir les partenaires industriels, parce que tu as deux groupes, donc tu as parlé de ce qu'on appelle les chargeurs dans le transport, voilà, les donneurs d'ordre. Mais est-ce que le plus important dans ta coalition, c'est pas les transporteurs, en l'occurrence l'allemand, DB Schenker, c'est ça, Geodis? Oui, par exemple, ouais, tout à fait. Que je sentais un peu plus prudent d'ailleurs que DB Schenker. Enfin bon, tu me diras ça. Donc Geodis, la grosse filiale de la Poste aujourd'hui qui transporte énormément. C'est ceux-là qui vont être les fers de lance du truc. Alors, la coalition Rétrofit, objectif 10 000 camions rétrofités à horizon 2030 par an. Ouais. Okay, alors qu'aujourd'hui, on en rétrofit une dizaine en France et même pas une dizaine encore. Donc, on veut complètement changer d'échelle industrielle pour avoir une vraie capacité de rétrofit des camions, sachant qu'il y a à peu près 40 000 camions par an nouveaux sur le marché qui arrivent tous les ans. Et 10 000 camions par an pour y arriver, l'idée de la coalition, c'était de mettre tout le monde autour de la table. Donc tout le monde est important. Le chargeur qui dit moi j'aimerais bien décarboner, mais j'ai pas de camion et il n'y a pas d'hydrogène non plus, mais les gars, il va falloir trouver des solutions. Le transporteur qui dit moi je veux bien décarboner, j'ai pas de camion, mais j'ai pas non plus de commande de la part du chargeur, donc il faut bien que le chargeur soit à côté de lui. C'est ça. Le rétrofiteur qui dit moi je sais faire 10 camions, tu me demandes d'en faire 100 ou 200 ou 500 par an, demain je peux faire, mais il faudrait me passer des commandes. Et l'équipementier qui dit si tu veux que je te livre à un prix qui va te permettre de baisser le prix du rétrofit et donc d'avoir une solution compétitive, il ne faut pas que tu m'en commandes par 10, il faut que tu me les commandes par 1000. Voilà. Donc on a mis autour de la table tous ces gens-là, les chargeurs, les transporteurs, les rétrofiteurs, il y en a quelques-uns en France, les financiers et les équipementiers. En essayant de faire en sorte que chacun n'attende pas que l'autre bouge, mais que justement, parce qu'ils sont tous autour de la table, ils trouvent des solutions très concrètes qui vont permettre de passer à l'action. Puisque c'est ça l'objectif de la coalition Rétrofit. C'est pas de faire du lobbying auprès des pouvoirs publics. Ça, on va laisser ça à France Hydrogène, aux fédérations de transport, aux syndicats. Mais c'est vraiment de passer à l'action. Ouais. Et c'est ça qui est super intéressant, parce que je lisais dans justement le communiqué que vous avez envoyé, le gars de Geodis donc, qui regarde ça et dit il faut aider les transporteurs à y voir plus clair. C'est-à-dire qu'on se retrouve aujourd'hui effectivement avec une masse d'informations, une possibilité de décision à prendre et de direction à prendre qui sont toutes aussi intéressantes les unes que les autres. Et à un moment, il faut faire un choix. Voilà. Et c'est ça que tu proposes à travers cette coalition. C'est ça que tu proposes à l'ensemble de ceux qui sont impliqués aujourd'hui dans l'économie du transport. On leur propose en fait... Alors, il y aura des applications... Enfin, pour décarboner le transport, il y aura des camions en biogaz, il y aura des camions à l'électrique plus batterie, et il y aura des camions d'hydrogène. Et en fonction des usages et des contraintes, ça sera une solution ou une autre. Mais de toute façon, il est évident qu'il faudra une quantité très significative de camions hydrogène pour transporter un volume très significatif. Et oui, dis donc, à 10 000 par an, effectivement, tu m'as dit, il y en a 40 000 par an sur le marché qui arrivent, des camions. Ouais. Ah oui, donc tu occupes quand même une position qui est une position sacrément intéressante si tu arrives au bout de l'objectif, 10 000 par an. Quoi. Alors, sachant que c'est pas mon business, en fait, c'est le business de tout le monde. Bien sûr, ouais, tout à fait. C'est finalement sans choix technologique, c'est-à-dire qu'on va aussi bien rétrofiter à la pile à combustible qui aujourd'hui se fait que demain au moteur à explosion hydrogène dès qu'il sera prêt. Et il y aura tous les rétrofiteurs de France, en fait on les a tous invités à venir, et tous les chargeurs qui veulent nous rejoindre, tous les transporteurs qui veulent nous rejoindre, puisque plus on aura de monde, plus on va arriver à faciliter la massification. L'enjeu, c'est qu'il y ait des installations de rétrofit un peu partout en France, parce qu'en général, quand quelqu'un prend un camion, il a aussi envie d'avoir de la maintenance, donc l'atelier qui rétrofit peut être aussi l'atelier de maintenance, et il faut qu'il ne soit pas très loin des usages. Donc il faut
couvrir la France. Sur un secteur super éclaté quand même, hein, celui du transport. Hein. On a cité Géodis, DB Schenker, mais tout le reste, c'est des gars qui ont 3 camions. Voilà, hein. Donc, d'où l'intérêt des financeurs. Parce que les financeurs vont pouvoir peut-être aller... tu sais que 80% des camions aujourd'hui sont loués, ne sont pas achetés. Hein. Donc il faut que les financeurs aussi interviennent en achetant des camions hydrogène et en les mettant à disposition du chauffeur qui n'a pas forcément acheté son camion, qui le loue en fait pour rendre service. Ouais. Donc il nous faut, notre ambition, c'est de créer une quinzaine de centres de rétrofit en France qui vont chacun rétrofiter quelques centaines de camions et qui vont au total arriver à ces 10 000 camions par an. Bon, et après l'hydrogène, on va le chercher où alors? Parce que tout ça, c'est génial. Alors, ça, c'est... Mais alors, on va en parler avec Xavier Caïtucoli qui sera avec nous, qui veut être lui producteur hein, d'hydrogène. Mais toi, dans ton idée, où est-ce qu'on va le chercher? Comment est-ce qu'on l'achemine vers les zones nécessaires justement au remplissage des réservoirs, des piles à combustible et des choses comme ça? Bon, alors, la coalition Rétrofit, en fait, c'est une initiative non-profit de Phoenix, mais le métier de Phoenix, c'est de produire de l'hydrogène. Ouais. Donc, évidemment, produire de l'hydrogène, ça nous concerne. L'hydrogène, il va être... on est tout à fait au début. Nous, on est en train de construire une installation de 10 MW au sud de Madrid, qui va être la plus grosse en Espagne en opération l'année prochaine et une des plus grosses d'Europe. Parce que même si l'Europe veut faire 80 000 mégawatts... autant 10 000 camions, ça m'impressionnait, autant 10 mégawatts, ça ne m'impressionne pas, Jean-Pierre. Bien sûr, ça ne t'impressionne pas et tu as raison. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, en Europe, donc, qui veut nos fameux 80 000 mégawatts installés de puissance en 2030, il n'y en a même pas 100 en ce moment en Europe installés. Donc quand tu fais 10 mégawatts, tu es déjà un très gros de la réalité actuelle. Ouais. Mais nous, on a notre pipe de projet, donc à côté de notre 10 mégawatts. En fin de cette année, on commencera à construire en 70 MW. Et l'année prochaine, on construira des 100 MW. Et on en a comme ça 1700 MW en développement. Mais le premier, il a fait que 10. Et donc ce premier qui est au sud de Madrid, il va livrer une grosse partie de sa production pour de l'application mobilité à Madrid. Des camions, des bus et des taxis aussi. Et c'est une très bonne question ce que tu fais, comme aujourd'hui, il ne suffit pas de produire l'hydrogène, il ne suffit pas d'avoir des véhicules, il faut aussi distribuer l'hydrogène. Exactement. Et donc nous, j'ai compris que c'était un sujet clé. Voilà. Et nous, donc aujourd'hui, sur nos projets mobilité, on en a un à Madrid, on en a un en France, on en a plusieurs en France en développement, on en a plusieurs au Portugal. On est aussi associé avec des partenaires pour aller développer le réseau de stations, parce qu'il faut des stations qui vont distribuer de l'hydrogène. Donc nous, on le produit. On l'amène en camion jusqu'à des stations de service qui, elles, vont le distribuer aux véhicules qui vont venir le chercher. Ça, c'est pour l'application mobilité. Après, on a d'autres métiers. Oui, parce que les choses sont complexes. Hein. On en dira un mot avec Xavier, mais peut-être qu'on peut... Les réseaux de gazoducs aujourd'hui sont parfois, mais pas toujours, voilà, c'est ça qui est compliqué. D'après ce que j'ai compris, l'hydrogène, et en fait, les molécules d'hydrogène sont beaucoup plus fines que les molécules de gaz, c'est ça. Et il faut donc s'occuper d'à nouveau coffrer certains tuyaux de transport de gaz pour que les gazoducs puissent transporter de l'hydrogène, c'est ça le truc, Jean-Pierre? C'est ça, et c'est pas tout à fait le sujet de la mobilité, parce que la mobilité, de toute façon, ce sont des stations réparties sur tout le territoire ou autour des grands centres urbains. Et après, tu te retrouves comme les camions-citernes. Et donc, ça va être des camions-citernes qui vont les alimenter. Donc le problème du pipe qui transporte l'hydrogène, ce n'est pas le problème de la mobilité. Nous, on a une deuxième application chez Phoenix qui est la chaleur industrielle. Et là, on injecte dans des pipes. Alors, dans un premier temps, on va injecter nos projets pour la chaleur industrielle. Ils sont quasiment tous en Espagne. Alors, attends, raconte-moi. Chaleur industrielle, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la fameuse chaleur fatale? C'est la chaleur produite par les processus de production? Non. En fait, l'Europe... Sur ses objectifs à 2030, elle a divisé les marchés en plusieurs marchés. Pour l'hydrogène, tu as une qui est remplacée l'hydrogène gris, dont tu parlais tout à l'heure, par de l'hydrogène vert. Donc décarboné. Donc hydrogène gris, ça veut dire de l'hydrogène qui est fait avec du gaz, globalement. Voilà. Qui est fait avec du gaz. Vous avez donc les couleurs, le code couleur, hydrogène noir avec du charbon, hydrogène gris avec du gaz, hydrogène vert avec des énergies renouvelables, hydrogène bleu avec du nucléaire. C'est à peu près ça le code couleur, ça te va? Alors, hydrogène bleu, c'est aussi de l'hydrogène qui est fait avec du gaz dans lequel on a capturé le carbone. Aussi, voilà. Donc l'hydrogène vert qui est fait avec des électricités renouvelables, il est destiné donc soit à remplacer l'hydrogène gris qui est par un hydrogène décarboné, soit à produire des nouvelles solutions à base d'hydrogène comme par exemple des carburants d'aviation, qui sont des nouveaux marchés. Et puis pour 40% des volumes prévus en 2030, il y aura à peu près 20% sur la mobilité lourde, sur la mobilité essentiellement lourde, et 20% pour produire la chaleur industrielle. La chaleur industrielle, c'est des fours
et des chaudières vapeur D'accord. qui utilisent aujourd'hui du gaz naturel. Entre autres, du gaz naturel qui vient de Russie, qui nous coûte de plus en plus cher. Il vient plus là. Et voilà, qui vient plus d'ailleurs, qui venait. Voilà. Qui venait. Et donc remplacer ce gaz naturel par de l'hydrogène renouvelable qui brûle. En fait, l'hydrogène, ça brûle comme le gaz. D'ailleurs, tu le sais sûrement, dans les réseaux de gaz de la ville de Paris au début du XXe siècle, qui alimentaient les lumières de la ville de Paris, c'était 60% d'hydrogène et 40% de gaz naturel. Ah, je ne savais pas ça. C'était du gaz de coke, en fait, qui a un très fort contenu d'hydrogène. Donc, ça veut dire qu'il peut toujours passer par les mêmes tuyaux, en fait. Oui. Alors, si tu utilisais les tuyaux de 1900, tu pourrais même probablement ne rien toucher. Si ce n'est que les tuyaux de gaz naturel plus récents, ils ont effectivement pas tellement le tuyau lui-même, même s'il a des problèmes de corrosion, mais les connexions ont besoin d'être adaptées, voilà, que la molécule ne s'échappe pas. Voilà. Mais aujourd'hui, et ça c'est très important, en fait, tu as donc des hydrogénoducs en construction entre l'Espagne, le Portugal, la France et l'Allemagne, dont un qui va passer sous la Méditerranée, qui vont transporter de l'hydrogène pur. Mais tu peux d'ores et déjà aussi, c'est ce qu'on va commencer à faire en Espagne, nous, injecter de l'hydrogène dans le réseau gazier de gaz naturel et avoir un mélange hydrogène-gaz naturel qui circule. Ça, c'est déjà possible. Jean-Pierre, alors le temps tourne très vite. Moi, je suis un peu intoxiqué par Jean-Marc Jancovici, comme beaucoup d'entre nous. Lui dit, tout ça c'est formidable, mais j'ai un problème. Lui, il dit, on a un problème physique. C'est-à-dire, ça prend trop de place. Ça consomme trop d'énergie pour soit le rendre liquide, soit le rendre solide, c'est-à-dire pour le transporter de manière satisfaisante, et ça a un trop faible rendement. Alors, je te réponds à plusieurs sujets. Le sujet du rendement, est-ce que c'est un vrai sujet? C'est-à-dire que le sujet du rendement, c'est d'abord un sujet économique. Oui. À quel prix va sortir mon hydrogène? Si mon hydrogène sort à un prix compétitif avec le gaz naturel, parce que l'électricité renouvelable est pas chère, c'est le cas en Espagne et au Portugal, et elle représente 70% du coût de l'hydrogène, et que les prix des électrolyseurs baissent parce qu'on passe d'une capacité de production mondiale toute petite à une énorme, et qu'on arrive au prix du gaz naturel, ce que nous on pense qu'on va arriver aux alentours de l'année 2030, du gaz naturel historique. Oui, voilà, c'est ça. 40 € le mégawattheure, quoi. Quelque chose comme ça, quoi. Entre 20 et 40 € du mégawattheure. Entre 20 et 40, voilà. Nous, on pense qu'on pourra y arriver aux alentours de 2030. Okay, c'est peut-être un petit peu avant, un peu après. Mais à partir du moment où tu es au prix du gaz naturel, le sujet de l'efficacité, avec une électricité qui vient en particulier du vent et du soleil, donc et qui de toute façon serait perdue si jamais elle n'était pas transformée en hydrogène. On est d'accord. Infini, on va dire, tant qu'il y a du soleil et du vent, c'est pas un vrai sujet. Ouais. Après, tu dis, est-ce que... Alors, tu dis... Il dit la place physique que prendront l'ensemble des installations d'hydrogène. Tu ne résous pas l'équation. Enfin, voilà. Je pense que ça serait une erreur de penser que l'hydrogène va tout résoudre. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, le sujet, c'est l'hydrogène pour quelles applications? Et il y a des applications où c'est la meilleure solution. C'est-à-dire le camion 40 tonnes, je vois pas beaucoup d'alternatives. La chaudière industrielle ou le four industriel qui produit de la chaleur à 600 ou à 1000 degrés, tu peux brûler du gaz naturel, tu peux brûler de l'hydrogène et il n'y a pas beaucoup d'alternatives. On parle beaucoup de la décarbonation de la sidérurgie aussi. Voilà, dans la sidérurgie, remplacer le gaz. Tu as des procédés qui peuvent utiliser l'hydrogène. Donc il y a une série d'applications, mais qui vont représenter à échelle 2050 30% de la consommation énergétique européenne. Donc pas 100%, mais en revanche... Tu peux pas. Et en fait, pourquoi on a créé Phoenix? Et ça, c'est peut-être important. Moi, j'ai créé Phoenix il y a 3 ans avec une équipe de 3 cofondateurs, parce que je me suis rendu compte, en travaillant avec des entreprises qui décarbonaient qui écrivaient leur feuille de route de décarbonation, donc qui étaient des clients dans l'activité de conseil que j'avais créée auparavant, qu'ils n'arriveraient pas à leurs objectifs sans la brique hydrogène. Ils n'avaient pas besoin que de l'hydrogène, mais s'ils n'avaient pas la brique hydrogène, les objectifs qui se fixaient en 2030-2035, ils ne seraient pas atteignables. Donc, c'est ça le sujet. L'hydrogène, c'est pas partout. C'est pour certaines applications, mais on en a besoin. Bon, et cette coalition Rétrofit Hydrogène, elle a un petit site internet bien fait. Et donc, si vous vous sentez concerné d'une manière ou d'une autre en tant que chef d'entreprise pour aller rejoindre le truc, que ce soit partenaire, client, enfin bref, voilà. Il y a un petit site internet, il y a un petit formulaire, enfin tout ça est bien fait. Effectivement, c'est une belle aventure. Voilà. Un mot. Un mot de conclusion. Aujourd'hui, le site internet, c'est celui de Phoenix. Celui de la coalition, il est en construction. Donc, si vous voulez... Ah oui, voilà, c'est ça. Allez sur le site de Phoenix. Et dans 6 mois ou dans 3 mois, si on était bon, vous l'aurez sur la coalition Rétrofit. Nickel. Merci, Jean-Pierre. Jean-Pierre Riche, donc, qui nous accompagnait. Et puis, on va continuer cette discussion autour de l'hydrogène avec Xavier Caïtucoli.
On repart donc avec Xavier Caïtu-Colli, fondateur maintenant de Verso Énergie. Voilà. Donc Xavier, faut dire un mot à ceux qui suivent pas l'énergie. Donc tu es le fondateur, cofondateur de Direct Énergie. 2003. Combat de dingue. Tiens, juste, parce que je cite assez régulièrement l'exemple et je ne me souviens plus du temps que tu as mis. Je crois que c'est à Landivisio. Landivisio, dans le Finistère, entre le premier projet donc, de centrale à gaz et le premier kilowatt qui est sorti de la centrale. Ah, c'est dingue. Combien de temps 10 ans. 10 ans. 10 ans, le projet, on a déposé les permis en 2011. La centrale a été mise en service. On avait déjà, Total avait déjà racheté Direct Énergie. C'est ça. La centrale a été mise en service, heureusement, à point nommé, juste avant la crise du parc nucléaire. Et donc, heureusement, elle a permis non seulement à la Bretagne d'assurer sa continuité d'approvisionnement, mais également à la France. 10 ans, une centrale. C'est quand même un truc de dingue. Parce que c'est un sujet, puisqu'on va parler d'hydrogène ensemble, et tu vas nous expliquer ta nouvelle aventure, mais ce sujet, à un moment, d'une France des normes, qui doit essayer de s'alléger un peu et permettre d'accélérer dans la construction des équipements nécessaires à la décarbonation de l'économie, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. C'est un sujet industriel au sens large. Pour la réindustrialisation, il faut être capable de construire des usines rapidement. Mais c'est aussi un sujet... La France est un pays des dogmes. Et on ne sait pas réconcilier les dogmes les uns avec les autres. Nous, on construisait à Landivisio une centrale à gaz. Une centrale à gaz, c'est pas quelque chose de dangereux, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est tout simple, c'est une technologie. Il y a des centaines de centrales à gaz à travers le monde. En général, on met 24 mois à la construire. Nous, on a mis plus de 10 ans. Mais parce que il y avait en permanence des arbitrages politiques. C'est du gaz, peut-on pousser, ralentir? Et donc, un jour, un ministre t'accélère, un jour, il te ralentit, un jour, il dépose il te donne une des autorisations dont tu as besoin, il te refuse l'autre, parce qu'on est en permanence tiraillé entre des dogmes. Chacun se croit obligé d'être le procureur d'une technologie et l'avocat d'une autre. Et donc, quand tu es pro-nucléaire, tu es contre le gaz. Quand tu es pro-renouvelable, tu es contre le nucléaire. Voilà. Et donc, tout ça, ça a pesé également sur ce projet. Pas que les normes, les dogmes également, oui. Ouais, et puis je vais appeler ça la base politique, quoi. Bien sûr. Voilà. Oui, voilà. bien sûr. À un moment, mais ça, on en parlera à la fin. Je vais garder absolument 2-3 minutes pour ton regard d'entrepreneur sur cette fameuse commission d'enquête sur la souveraineté énergétique, parce que, je crois que même toi, je pense que tu as été surpris par ce qu'on y a appris, ce qu'on y a découvert. Bon, mais revenons sur Verso Énergie. Donc, c'est l'équipe de Direct Énergie qui recommence finalement le Same Player Shoot Again. Oui, alors, avec l'hydrogène cette fois-ci. Mais oui. Pas tous, il y a un cofondateur avec toi. Et il y a surtout Jacques Veyrat, Impala, etc. Jacques Veyrat via Eiffel Investment Group, qui est un fonds d'investissement extrêmement impliqué dans la transition énergétique, un de mes anciens actionnaires chez Direct Énergie. Et c'est vrai que quand on a l'habitude de travailler ensemble, c'est bien de remettre le couvert et de repartir sur une nouvelle aventure disruptive comme les celles de Verso Énergie, qui est un énergéticien 4.0 aussi. Alors on va y aller définir, mais d'abord juste comme ça, parce que moi j'aime les entrepreneurs. C'est-à-dire que ça te démange, quoi. C'est-à-dire tu vends Direct Énergie, c'est quand même... encore une fois, mesdames, messieurs, il faut se replonger dans le climat qui était celui du début des années 2000, se lancer dans une telle aventure. EDF surpuissant, mais à quoi tu joues? Mais c'est même pas la peine de regarder. Et puis, réussir ce tour de force, à la fin réussir à vendre à Total. Voilà, tu aurais pu être un investisseur... Un rentier. Un rentier, exact. Il y a deux types dans le monde. Les rentiers, les entrepreneurs. Qu'est-ce qu'il dit, Ulysse? Vivre auprès des miens le reste de mon âge, tu vois? Voilà, tu aurais pu vouloir faire ça. Oui, je pense que c'était pas dans mon mindset et c'était pas dans mon logiciel. Donc je suis reparti sur des choses que je sais faire, l'entrepreneuriat, l'énergie, et Verso, c'est un peu la conjonction des deux. Alors, tu dis, on est entré dans une nouvelle phase de la transition énergétique. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience? Alors, non seulement il y a une prise de conscience, non seulement il y a une accélération, mais surtout, il va falloir la faire différemment, la transition énergétique. La première phase, les 20 dernières années, si tu veux, on a
installer des nouvelles technologies éoliennes, photovoltaïques, largement subventionnées parce qu'elles n'étaient pas dans le marché. Au début entre 2005 et 2008, produire un kilowattheure ou un mégawattheure avec du solaire, ça coûtait 400 € le mégawattheure. Aujourd'hui, dans les zones très ensoleillées, ça vaut $30. Voilà, donc il y a eu quand même une transformation. Mais divisé par 10. Oui. Sur 10 ans divisé par 10. Voilà, mais c'est pas exactement les mêmes ratios sur l'éolien, mais globalement, ces technos ont beaucoup évolué, mais on les a installés partout dans le monde, et notamment en France, de manière largement subventionnée. Et ce sont les développeurs qui ont fait ça. C'était des développeurs. Ils avaient une sorte de métier qui ressemble à un métier de promotion immobilière. Ils cherchaient du foncier, ils développaient des projets, et ils avaient un contrat long terme avec EDF, une signature publique qui garantissait un prix fixe sur 20 ans. Tu fais du levier, 90% de dette, et tu passes au parc suivant, mais tu n'es pas un énergéticien. Parce que tu encaisses des loyers, tu vends ton électron, mais que ce soit un électron ou n'importe quoi. Oui, mais en même temps, c'est la collectivité qui profite aussi assez largement des équipements que tu construis quand même. Oui, exactement. On est d'accord. Même si ça a pu se faire de manière un peu anarchique, à droite à gauche, mais voilà. Et c'est le rôle du public d'organiser ça. De financer, tant que les technologies ne sont pas dans le marché, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas compétitives, de les préfinancer. Aujourd'hui, non seulement ces technologies, elles sont compétitives, mais en plus, elles arrivent à un stade où quand on a 15% du mix qui est subventionné, on ne peut pas se dire je vais continuer à subventionner 30, 40, 50% du mix électrique. Et donc, il faut trouver une manière de commercialiser son énergie. Et donc, les nouveaux acteurs de la transition énergétique doivent être des énergéticiens qui ne se préoccupent pas simplement de trouver du foncier et de vendre à EDF ou à n'importe quel acteur public à travers le monde. Ils doivent s'occuper de leurs électrons. Et donc le vendre sur le marché, le vendre à des clients sur des termes plus ou moins longs, ou bien combiner les actifs les uns avec les autres, leur production d'électrons, leurs sites de stockage éventuels, batteries, leurs électrolyseurs, s'ils veulent se dire, il y a en plus des technos qui vont venir disrupter cette transition énergétique, allons-y, utilisons. Et donc les c'est intéressant. Et c'est toi, en fait, qui va devoir faire tous les arbitrages avec ton argent. C'est ça qui fait toute la différence, c'est ce que tu expliques par rapport à la séquence précédente. À des séquences où Séquence précédente dont il faut quand même préciser, parce que c'est vrai que moi-même, j'avoue, je bats ma coulpe, j'ai beaucoup tapé sur ces systèmes de subvention, sur les déséquilibres que pouvaient créer ces systèmes de subvention. Bim, arrive la guerre en Ukraine. Bim, arrive le prix de l'électricité spot qui monte à 1 000 € le mégawattheure. Et l'ensemble de ces énergéticiens qui avaient beaucoup récupéré de la part de l'État, ils ont beaucoup rendu à l'État. Ils ont quasiment remboursé. Et voilà. Et c'est en 2023, 13 à 15 milliards d'euros qui vont être versés par l'ensemble de ces entrepreneurs. Ça, c'est la démonstration d'un truc extrêmement important en matière d'électricité. L'électricité, elle n'est pas stockable. Ce qui est stockable, c'est la capacité de production. Exactement. Et la sûreté du système, la sécurité d'approvisionnement des consommateurs, elle tient dans la diversité du mix. Voilà. Si tu fais comme les Allemands et que tu te reposes que sur le gaz, eh ben on te coupe le tuyau, t'es mort. Si tu fais comme on a fait un petit peu, où on se repose massivement, exclusivement sur une seule série de centrales nucléaires, il y a un problème sur l'une des centrales, on l'a sur toutes, on est mort. Et donc, en matière d'électricité, la diversité est clé. Et c'est pour ça que les gens qui tapent sur le renouvelable parce qu'ils sont pro-nucléaire, qui tapent sur le nucléaire parce qu'ils sont pro-renouvelable, n'ont rien compris. Moi, je suis pro-nucléaire, je suis pro-renouvelable, je suis pro tout ce qui permet au mix électrique d'être là quand il est nécessaire. Mais tu fais un choix sur l'hydrogène, là. Donc, Verso Énergie fait un choix sur l'hydrogène appuyé sur le photovoltaïque. C'est ça, le choix du truc. Pour deux choses. D'abord, parce qu'en matière d'hydrogène, il faut être intégré. On ne fait pas d'hydrogène si on n'a pas accès à l'électron. Donc il faut développer sa capacité à produire l'électron. Et l'hydrogène, parce que c'est une disruption majeure. Il y a un peu moins de 200 ans, le pétrole est apparu comme une énergie qui est inégalable et inégalée à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que le pétrole a une concentration énergétique qui était unique. On trouvait 10 kWh, un peu moins, dans un litre de pétrole. L'hydrogène, dans 1 kg d'hydrogène, il y a 33 kWh, 3 fois plus. Donc, en termes de densité... Ouais, mais attention, il faut aller le chercher, cet hydrogène. Il faut le produire, bien sûr. Ah bah oui. Et donc, autant le pétrole, tu creuses un trou, il sort.
l'hydrogène, il faut séparer la molécule d'eau et la molécule d'hydrogène, on est d'accord, enfin, d'oxygène et d'hydrogène. C'est de l'électrolyse. Et comme le dit, je l'ai encore cité tout à l'heure, Jean-Marc Jancovici, elles s'aiment beaucoup quand même, ces deux molécules. Oui, voilà. Il faut 55 kWh pour faire 1 kg d'hydrogène et donc 33 kWh. Donc c'est vrai. Mais si on considère qu'on fait ça avec 1 kWh produit avec du gaz, bien sûr que ça ne marche pas. Exactement. Mais dans la pratique, si on a une grande diversité de sources de production d'électricité, si on a un certain nombre d'actifs de production qui, à certains moments, ont un coût marginal nul et sont disponibles parce qu'il y en a plus. Et sont excédentaires. Voilà, c'est ça. Le nucléaire la nuit, le photovoltaïque quand le réseau est saturé. Exactement. Le photovoltaïque en août, voilà. C'est utile. Et ces kilowattheures d'hydrogène, cet hydrogène-là, il a une densité qui est unique et qui, à mon avis, va complètement transformer le paysage énergétique de la décennie. Parce que c'est ça qu'il faut toujours avoir en tête quand on parle d'électricité. Elle ne se stocke pas et surtout, tu ne peux pas envoyer plus d'électrons dans le réseau que le réseau ne peut en avoir. Tu peux avoir un blackout, que ce soit parce que tu n'as pas assez d'électrons ou parce que tu as trop d'électrons. Voilà, c'est un pilotage en permanence. Et effectivement, cette électricité excédentaire, il faut, voilà, et comme tu dis, coût marginal nul. Voilà. Donc c'est pas à ce moment-là 50 MWh pour 33, c'est zéro. De toute façon, il aurait été perdu. L'hydrogène a beaucoup d'usages qui vont bien au-delà de l'usage de l'électron. On l'utilise en chimie. Aujourd'hui, on consomme en France 1 million de tonnes d'hydrogène. Si on arrive à atteindre tous les objectifs du plan de la France en matière de production d'hydrogène à partir d'électrolyse, on n'arrivera pas à se substituer à cet hydrogène qui est produit aujourd'hui par vapocraquage du méthane. C'est ça. Et c'est-à-dire c'est la manière la plus émettrice de gaz à effet de serre. C'est l'hydrogène noir dont on parlait tout à l'heure. Voilà, donc non seulement aujourd'hui, en matière d'électrolyse, on arrive à produire un hydrogène qui est absolument vert, mais en plus, avec les coûts du gaz actuels et surtout le prix de la tonne de CO2 qui augmente et qui va augmenter, cet hydrogène, il sera compétitif. Donc, n'essayons pas, parce qu'on est, tu en citais un, mais il y en a d'autres, des procureurs, des technologies qu'on ne promeut pas, n'essayons pas de tuer le bébé avant qu'il soit né. Moi, je pense que l'hydrogène, c'est une formidable disruption, notamment parce qu'il a une densité énergétique considérable, et la France, en plus, tous les atouts pour être un territoire d'hydrogène. Parce qu'on peut espérer que grâce au parc nucléaire, on sera un territoire où on aura de l'électron. Voilà. Les Allemands, ils savent bien que leur hydrogène sera importé. Parce que les nouvelles capacités de production électrique en Allemagne, elles vont plutôt être fléchées vers les consommateurs pour se substituer aux centrales polluantes, gaz, charbon, etc. En France, on peut imaginer qu'on va enfin, on l'a compris, qu'on va enfin pouvoir développer notre parc nucléaire et réaccélérer. Et donc, qu'on aura des centrales qui seront disponibles pour produire de l'hydrogène. Il reste 1 minute 30, malheureusement. Donc cette commission d'enquête sur la souveraineté énergétique, toi, l'entrepreneur de l'énergie, quand tu découvres que des lois qui vont être au cœur de ta stratégie sont écrites comme ça sur des coins de table pour un accord politique à 2 balles. Non, c'est terrible parce que l'énergie et le mix électrique, ça engage le pays pour très longtemps, on vient de le voir, et on a fait l'inverse. C'est du long terme. On voit que les politiques n'ont géré que du court terme. C'est industriel et complexe. On a fait du café du commerce. Et c'est quelque chose qui est éminemment industriel. Et en fait, on a fait des dogmes et de la basse politique. Et donc, on n'a absolument rien compris. Et c'est triste de constater ça. Maintenant, mais tu te dis pas, je suis fou de retourner dans ce système et de prendre des risques sur mes investissements qui vont être balayés comme ça, parce qu'à un moment, tel accord politique va porter atteinte à mes convictions. C'est pas nouveau, honnêtement, je le découvre pas fondamentalement aujourd'hui. J'ai écouté beaucoup de ces auditions, mais après, c'est le rôle des entrepreneurs d'être agile et de naviguer au milieu de cette réglementation qui est parfois mouvante. Et puis c'est notre rôle aussi d'évangéliser. Souvent, on critique le lobbying en disant c'est affreux que les entrepreneurs, les entreprises aillent au contact des politiques. Or, c'est notre rôle d'aller les connecter au réel, les connecter aux problématiques industrielles. Et je pense que si il y a eu autant d'échecs industriels, prenons notre part aussi, c'est qu'on n'a pas été convaincants pour leur faire lever la tête et regarder loin, au lieu de regarder de la basse politique. Maintenant, soyons positifs, l'avantage du séisme qu'on a vécu là, je pense que pour quelque temps encore, ça va nous rappeler qu'il faut regarder loin en matière de production électrique et de production énergétique. J'espère qu'on en a tiré les conséquences. Merci Xavier.
Merci Stéphane. Voilà, Xavier Caïtucoli donc qui nous accompagnait. Et maintenant, on parle de logement. On repart avec Robin Rivaton. Salut Robin. Bonjour. Économiste, entrepreneur, fondateur de Rial Estec. Et alors, tu as publié, c'était un papier récent dans Les Échos, ouais, autour du logement, et autour, en fait, de ce qui semblait pour moi... Alors, je me suis beaucoup intéressé à un moment au sujet du logement, et puis j'ai plus ou moins laissé tomber parce que je trouvais qu'on tournait totalement en rond. Mais il y avait un truc qui me semblait quand même assez basique, c'était notamment autour des besoins. Et autour de ce chiffre, c'est vrai qu'il fait autorité absolument partout. Il faut 500 000 logements chaque année, il faut construire 500 000 logements chaque année. Alors on se désole, parce qu'à un moment on dit il y en a 250 000, à un moment, etc. Tu dis tout ça ne correspond à rien. Tout ça ne rime à rien. C'est vrai que explique-moi un peu ton propos. La cible des 500 000 logements, c'est un chiffre mythique qui n'est pas atteint de toute façon. Donc en fait, comme jamais. tous les Sans chiffres... doute une fois avec François Hollande, je crois. Ouais, et puis après, encore une fois, ce sont les autorisations d'urbanisme, sauf que les autorisations d'urbanisme ne sont pas les mises en chantier, les mises en chantier ne sont pas les logements finis, et les logements finis ne sont pas les logements nets des destructions pour construire ces logements. Donc le chiffre n'a jamais atteint, et comme tous les objectifs qui sont trop ambitieux, c'est la meilleure façon de rien faire. C'est-à-dire que comme on sait qu'il est inatteignable, on ne l'atteint pas, et au final, c'est pas grave. Donc le sujet aujourd'hui, effectivement, ce qui nous intéresse, ce qui devrait nous intéresser, c'est l'augmentation du stock de logements. C'est-à-dire que la construction, on ne construit pas pour le plaisir de construire, on construit des logements pour augmenter le stock, pour répondre à des besoins de la population face à cette construction-là. Et aujourd'hui, on a un vrai sujet, c'est que l'immobilier ne devrait pas être un produit rare. C'est la philosophie, le fondamental derrière, c'est que l'immobilier, ça devrait être un produit qui devrait être accessible à tous. Il n'y a aucune raison que les ménages dépensent en moyenne 20-25%, et pour la plupart d'entre eux, plutôt 35 à 50% de leur budget dans du logement. Le logement, c'est facile à produire. C'est une absurdité de... Non, mais je dis ça parce que c'est bien de le rappeler. C'est-à-dire qu'autant construire des voitures électriques ou des choses compliquées, le logement, on sait en faire depuis 300 ans proprement. Si les immeubles haussmanniens tiennent encore aujourd'hui, c'est qu'on sait faire à peu près du logement. Donc le sujet, c'est qu'on n'en produit pas assez pour augmenter le parc. Et ce parc, ce stock de logements, aujourd'hui, il doit permettre d'accueillir une population en hausse. La population française est en hausse, jusqu'à preuve du contraire. Une population qui décohabite. Ça veut dire quoi la décohabitation? C'est-à-dire que le nombre de personnes par ménage diminue. Les enfants quittent le domicile familial, les gens divorcent, ils doivent accueillir leurs enfants le week-end, ils ont besoin de 3 chambres, là où avant ils avaient besoin que d'un appartement à 2, maintenant ils ont besoin de 2 appartements avec 3 chambres, et ainsi de suite. Donc les besoins explosent, et face à ça, malheureusement, on ne produit pas assez de logements. Tu dis qu'il y a donc 37 millions de logements aujourd'hui. 1,3 million, on peut peut-être commencer avec ça, 1,3 million en situation de vacances structurelles, c'est-à-dire, dis-tu, vide depuis au moins 2 ans, et cette vacance est en augmentation, c'est-à-dire... Très largement. Plus de 80... Le chiffre m'a sidéré. 80, dans la période dans laquelle on est, enfin, le moment de mal logement dans lequel on est, c'est 90 000 par an de ces logements qui rentrent en vacances structurelles. Il faut voir, et c'est là où la politique publique est malheureusement pas du tout au niveau, c'est qu'on présente ces logements vacances structurelles comme une réponse à la crise du logement. S'ils sont vacants structurellement, les gens ne sont pas des imbéciles. Donc s'ils sont vacants structurellement, c'est qu'il y a des raisons derrière. Et la principale raison, alors on montre du doigt des propriétaires en disant les propriétaires ont peur de louer, et ça c'est la goutte d'eau. Les propriétaires qui peuvent se permettre de ne pas louer des biens, ils se comptent quand même pas, on n'en trouve pas dans tous les coins de rue. Ouais, on en reparlera d'ailleurs. Si ces logements sont vacants, c'est qu'ils sont dans des endroits où les gens ne veulent pas habiter. Et donc, s'ils sont dans un endroit où les gens ne veulent pas habiter, on peut forcer les gens à se déplacer dans les endroits où ils ne veulent pas habiter. Ça a déjà été essayé sous d'autres régimes, mais je ne pense pas que ce soit une politique publique qui soit extrêmement rassurante. Et donc, en fait, au bout d'un moment, il faut accepter qu'on a des logements qui sont en trop. Certes, on les a, ils sont en trop, ils sont dans des zones qui sont la Lorraine, qui sont le centre de la France, qui sont au nord de la Bourgogne-Franche-Comté. Ces zones-là, elles sont vides. Les gens, aujourd'hui, ils héritent d'une maison, parfois en indivision. Qu'est-ce qu'ils font? Ils la font détruire pour ne pas payer une taxe foncière dessus. C'est ça la réalité du logement. Donc en fait, oui, on a 1,3 million de logements qui sont vides,
plus de 2 ans, c'est-à-dire qu'ils ne seront jamais reloués en réalité. Ces logements-là, leur nombre croît extrêmement vite, 90 et peut-être 100 000 demain. Ils sont des territoires où la population est en train de vieillir à un rythme accéléré, où il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de migration de jeunes qui viennent s'y installer. Donc il faut accepter que demain, on aura peut-être 2 millions, 3 millions de logements vacants. Mais ça ne résout en rien le problème qui est que dans l'Île-de-France, sur le pourtour méditerranéen, sur le pourtour atlantique, là, on a besoin de logements. Et le problème, cette analyse nationale, c'est ça, c'est que l'analyse Ça nationale... fausse tout, ça fausse tout. Ça fausse tout. Les analyses nationales ne veulent plus rien, ne veulent pas dire grand-chose en beaucoup de secteurs de l'économie, mais dans le logement encore plus, parce que c'est là où on voit les décisions d'installation et d'implantation des ménages. Et en gros, la réalité, c'est qu'il y a une pression sur l'Île-de-France. Alors, t'en parles de manière particulière, mais en fait, les grandes zones denses aujourd'hui. Oui, toutes les grandes métropoles, donc l'Île-de-France, beaucoup le couloir rhodanien, le littoral méditerranéen, le littoral atlantique, mais toutes les métropoles, entre guillemets, subissent une pression extrêmement forte, parce qu'il y a des jeunes dans ces villes-là. En fait, c'est aussi ça le dynamisme démographique, c'est que les métropoles sont jeunes. Donc comme les gens sont jeunes, ils y font des enfants. À l'inverse, ces territoires ruraux sont âgés. Quand vous êtes âgé, vous ne faites pas d'enfants à 65 ans. Donc en fait, la tendance démographique, elle ne fait que s'accélérer. C'est-à-dire qu'il y a des territoires plus jeunes qui rajeunissent, et des territoires plus vieux qui sont en train de vieillir très, très fortement. Et en plus, il y a des territoires qui attirent les migrations. Migration internationale, migration intranationale aussi, avec un peu de redistribution entre l'Île-de-France et ces autres métropoles. Et puis, c'est des territoires où il y a les modes de vie qui sont les changements de mode de vie sont les plus forts. C'est là où il y a les étudiants, donc les gens sont seuls. C'est là où les couples divorcent un peu plus. Donc, en fait, c'est ces territoires-là où se concentrent les problèmes. Et c'est là où on n'est clairement pas à la hauteur des solutions. À un moment, il y avait le nouveau rapport au travail, et n'a rien changé là-dessus. Je me souviens quand on parlait de l'explosion des villes cathédrales, tu vois, tu avais Évreux, Orléans, Reims, tout ça, machin. Waouh, ça allait. Moi, j'ai toujours été extrêmement dubitatif. J'ai consacré une de mes premières chroniques au tout début du confinement en disant, vous allez voir que c'est le mythe du retour à la campagne, et ça a été un mythe journalistique. Sans la campagne, mais Orléans, Chartres, Reims, Évreux, c'est pas... Orléans un petit peu, mais même juste pour donner ce chiffre, parce qu'il abuse toujours, mais vous avez aujourd'hui 6000 cartes TGV, je ne sais plus comment elles s'appellent, fréquences, tout celles qui vous permettent de prendre le TGV tous les jours. 6000 en Ile-de-France. Ça pourrait être 0, 6 000. Bon, ça pourrait être 12 000. Ça ne change rien. Oui, ça me dit rien. 6 000 personnes sur un territoire qui fait 12 millions d'habitants. C'est rien du tout. C'est une goutte d'eau. On pourrait le doubler, ça pourrait être 12 000 personnes. Ouais. Ça ne changerait rien. Les besoins sont là. Donc au final, ce qu'on a vu, c'est qu'au final, la pandémie n'a pas changé les migrations à l'intérieur du pays. Elle n'a pas changé. C'est-à-dire que l'Île-de-France perd des habitants, structurellement par rapport au reste du pays. Mais ces gens-là, ils ne vont pas au fin fond de la campagne. Ils vont à Bordeaux, ils vont à Nantes, ils vont à Marseille, et donc ils amènent leurs propres problèmes du logement francilien dans ces territoires-là, mais ils vont pas dans des zones où de toute façon le logement vaut 0. Et donc ils vont dans des zones, et dans ces zones hyper denses, et c'est pour ça qu'à un moment j'ai baissé les bras, où clairement ceux qui y sont refusent qu'on construise. Ah bah c'est sûr qu'il y a C'est le cœur du truc, ça, Robin ? Oui, non, mais après c'est valable, c'est pas valable que pour le logement. Aujourd'hui, on n'arrive pas à construire des center parks, on n'arrive pas à construire des barrages, on n'arrive pas à construire des bassines. Donc c'est pas que le logement. On construit pas grand-chose, on n'arrive plus à construire grand-chose. Mais le sujet, c'est qu'aujourd'hui, ces opposants locaux qui trouvent un intérêt dans la valorisation de leurs propres actifs, c'est-à-dire que l'intérêt il est extrêmement monétaire. Si j'arrête de construire à côté de chez moi, de facto, la valorisation de mon bien qui est construit, il monte. Mais aujourd'hui, ils trouvent un relais chez les élus locaux. Et pourquoi ils trouvent un relais chez les élus locaux ? C'est parce que les élus locaux, aujourd'hui, quand ils construisent, ils autorisent à la construction, c'est pas eux qui le font, la construction d'un immeuble de logement, ils ont que des coûts. Que des coûts. C'est-à-dire qu'après, c'est une crèche, c'est une école, c'est des services publics qu'il faut déployer, et il n'y a rien, il n'y a aucune ressource face à ça. Aucune. Et donc, au final, un maire, on peut lui faire plein de critiques, mais un maire, il gère quand même un budget à la fin de l'année qu'il essaye à peu près d'équilibrer correctement, en tout cas qu'il doit équilibrer sur la dépense dite de fonctionnement. Et donc, quand il voit ça, il dit, mais c'est fini, moi, je suis pas non plus, je vais pas autoriser à construire si j'ai pas de ressources. On lui a enlevé la taxe d'habitation, qui était la seule ressource dynamique. Robin, le problème, il existait avant la taxe d'habitation. Non, bien sûr. Mais là, ce qu'on vit là aujourd'hui, maintenant depuis 3 ans... Oui, d'accord. C'est une accélération de ce processus. C'est qu'en fait, on a l'intérêt on l'a dit, l'intérêt des gens qui sont déjà là, et c'est un intérêt bien senti. Je veux dire, on n'est pas non plus philanthrope. À la rigueur, c'est normal que l'intérêt particulier, quelque part, soit un intérêt particulier. Mais dessus, il y a des gens qui doivent faire prévaloir un intérêt général. Mais même ceux qui doivent faire prévaloir cet intérêt général ne s'y retrouvent plus. Donc à la fin, on a complètement désaligné l'intérêt. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'on aura 0 construction dans les prochaines années. De manière très claire, nette et précise. Et c'est ce qui se dessine sur la plupart des territoires. Dans les zones denses. Dans les zones denses.
Tu dis qu'en gros, le stock de logements en Ile-de-France est d'à peu près 6 millions, 5 millions 9. Ouais. Il en faudrait 1 million de plus. Oui, il faudrait 7 millions. En fait, après, le sujet, c'est dur de donner un chiffre, parce que le Royaume-Uni, par exemple, je donne juste ce chiffre-là aussi, le Royaume-Uni a ajouté 6 millions d'habitants depuis l'an 2000. D'accord ? La France en a ajouté 5 millions. Donc ils ont ajouté plus d'habitants que nous. Ils ont construit 2 fois moins de mètres carrés résidentiels. Qu'est-ce qui se passe ? Les gens vivent en coloc jusqu'à 40 ans, ils louent des chambres à la semaine, donc les gens s'adaptent, ils finissent pas à la rue. Ils essayent, mais oui, mais c'est pas une vie, ça. C'est exactement ce que je veux dire, c'est que le problème, c'est que il pourrait y avoir 5 millions de logements au lieu de 6, il pourrait y avoir 5 millions de logements en Ile-de-France. Les pouvoirs publics diraient, regardez, au final, les gens s'adaptent. Et les gens s'adapteront toujours, c'est le besoin essentiel. C'est retourner dans la grotte, trouver un toit sur sa tête, tout le monde se débrouille. Il paye très cher. Et donc, le problème de cette politique publique, c'est qu'on ne voit pas les coûts cachés. Les coûts cachés, ils sont monstrueux. C'est des enfants qui ne vont pas faire des études supérieures parce qu'en fait, ils ne peuvent pas se permettre de décohabiter du foyer. Ouais. C'est les violences conjugales. Des gens divorcés qui restent ensemble dans des logements parce qu'ils ne peuvent pas se séparer. Qu'est-ce que ça fait en général ? Ça ne fait pas bon ménage. C'est plein. C'est les transports. C'est les transports. C'est les transports à ne plus finir. C'est des gens qui font des horaires, qui font une journée, puis après qui rajoutent 3 heures dans la journée parce qu'ils prennent des transports, parce qu'ils sont très très loin des lieux d'activité. Donc en fait, le problème de la politique publique du logement, c'est que le mal logement, qui est un peu l'indicateur ultime, c'est la toute dernière marche. Il y a plein de problèmes avant le fait que les gens finissent à la rue. Et le problème, c'est que ces problèmes-là, on ne veut pas les voir, en fait, en réalité. Il y avait eu une micro-polémique il y a quelques années, notamment sur la productivité française. Et il y avait, je crois que c'était Étienne Vasmer, d'ailleurs, quelques économistes qui avaient essayé de mettre en avant notre perte de productivité liée au problème du logement, liée au problème de transport, à la fatigue quand tu arrives au boulot. Enfin, tout ça, c'est le réel, quoi. Bien sûr. Et pourtant, j'ai envie que tu me racontes un petit peu ce que tu fais quand même sur ce que la tech peut apporter là-dessus et ce que l'innovation peut apporter là-dessus, mais c'est jamais au sommet de la pile. Non, le logement est une politique publique complètement oubliée, perdue. On l'aborde aujourd'hui en plus qu'à travers le prisme de la rénovation énergétique, qui n'est pas un mauvais prisme. On va en dire un mot. Ouais. Un tout petit bout de l'équation, encore une fois. Quand j'ai présenté tous les problèmes sociaux, le fait que le logement, il les mette un peu plus ou un peu moins, on peut se dire que, comme je dis souvent, loger d'abord, loger bien ensuite et loger vert après, quoi. Il y a une sorte, dans la vie, il y a quand même une pyramide qu'il faut savoir un peu de prioriser les choses. Et donc aujourd'hui, une politique publique qui effectivement est malheureusement totalement oubliée, passée sous silence, mise au rebut. Mais même pas dans les sondages. C'est-à-dire, c'est même pas identifié finalement par les gens comme... Enfin, tu vois, quand tu vois les priorités, machin, tu vas arriver, j'en sais rien, n'importe quoi, l'immigration, etc. Mais parce que c'est... La sécurité, mais la sécurité, c'est le logement, bon Dieu. Et comme je le disais, c'est tellement le besoin primaire, c'est-à-dire qu'on n'imagine pas ne pas rentrer chez soi quelque part, un soir, quoi. C'est le besoin numéro 1, encore une fois, c'est quasiment reptilien, quoi. Ça nous renvoie... Et donc, en fait, c'est pas considéré comme une priorité, c'est la priorité en fait. Et donc au final, ce sujet-là, il est encore une fois totalement oublié. Mais sur les problèmes de pouvoir d'achat, quand on parle de le pouvoir d'achat a augmenté de plus X% depuis des années, les Français ne le voient pas. Bah oui, c'est remangé dans la hausse des coûts de l'immobilier. Et encore, nous, on a des loyers qui sont peu dynamiques en France. Mais vous avez les États-Unis, l'année dernière, ça a été plus 25% de moyenne nationale des loyers. Plus 25. Donc voilà, on est dans un contexte où on a du mal à produire un bien qui devrait être... Tu as commencé par ça, c'est simple à produire. Infini. Au Japon, le Tokyo et Vienne sont sans doute les seules villes qui arrivent à bien gérer ça. Et Tokyo a une politique où en fait, ils construisent énormément. Et ils arrivent à accommoder plus de 100 000 habitants par an. Donc c'est pas, ils font pas semblant, hein. C'est pas une ville qui décroît. Le pays décroît, mais la ville grossit beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une politique extrêmement dynamique. Et c'est pour ça qu'ils ont réussi à maintenir des loyers très bas. Et donc, ils ont réussi à éviter de se prendre une spirale coût de l'immobilier, loyer, coût de l'immobilier. Sachant que tout ça, en plus, en termes de finances publiques, coûte une 40aine de milliards par an. Voilà, oui, pour rajouter au tableau. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Je disais, moi, à un moment, on retire le permis de construire au maire, on donne tout ça au préfet, on fait une grande politique de salut public sur 5 ans et personne ne moufte et le préfet délivre les permis de construire et on y va. Alors, je pense pas. Aujourd'hui, le préfet les préfectures ne sont pas du tout équipées pour ça. Ils ne sont plus équipées pour faire ça. On n'est plus au temps de la préfecture des années 50, 60. Les préfectures ne sont pas du tout équipées pour faire ce métier-là. Il y a besoin d'avoir un échelon local qui vienne jouer la courroie de transmission avec... encore une fois, si demain on construisait un immeuble de 50 étages devant chez mes fenêtres, je serais le premier à mettre
mettre une bannière, une Mais banderole. c'est bien pour ça Donc, qu'il faut retirer en fait à l'élu Oui, mais l'élu, la possibilité de refuser. L'élu est capable de prendre en compte un intérêt général. Le problème de l'élu, c'est qu'il faut qu'il y trouve un intérêt. S'il n'y a pas du tout d'intérêt lui-même, alors pas de son point de vue, on ne lui demande pas d'être corrompu, on lui demande de sa collectivité, mais si du point de vue de la collectivité qu'il incarne, il n'a pas d'intérêt, aujourd'hui il n'a plus cet intérêt, il ne peut pas aller à l'encontre des citoyens. Et donc aujourd'hui, moi, c'est des propositions. J'avais écrit en février logement bombe sociale à venir. Ça a été repris par le ministre dans le lancement du Conseil national de la refondation. Il a dit qu'il faut éviter que le logement devienne une bombe sociale. Bon, très bien. Et une des propositions que je porte, c'est de dire il faut réaligner l'intérêt, faire en sorte que les maires retrouvent un intérêt financier pour leur collectivité, encore une fois, à la construction de logements neufs. Et c'est à cette condition-là. Et après, en plus, ça a des effets de déblocage des finances publiques énormes. Le logement, c'est 20% de TVA. Donc, à chaque fois que vous posez un logement à 200 000 euros, il y a Bercy qui vient de prendre 40 000. Donc, je veux dire, de la marge de gras, il y en a un petit peu. C'est le grand argument des promoteurs. Hein, quand on leur dit qu'ils coûtent trop cher, leur grand argument, c'est effectivement la TVA. Tout à fait. C'est quand même pas rien. La TVA sur les objets à 200 000 euros, il n'y en a pas beaucoup qui se baladent en France. Réaligner les intérêts des communes. C'est très important. C'est vraiment ça. Aujourd'hui, en tout cas, tu feras rien sans ça, quoi. Voilà. Exactement. En fait, et encore, comme je disais, on est quand même rentré dans une ère, au-delà de ce qui se passe dans le logement, où on a la micro-démocratie a pris le pouvoir. Ce qu'on appelle la micro-démocratie, c'est moins de Gugus qui se met en association, le gars sur Twitter, sur Facebook, les pouvoirs juridiques qui permettent d'aller dans toutes les procédures avec des intérêts qui sont quasi nuls. Tout ça, c'est le contexte qu'on a constitué de micro-démocratie. Une fois qu'on est là-dedans, et on y est, et pas qu'en France d'ailleurs, hein, c'est valable dans tous les pays du monde, il faut accepter que c'est les nouvelles règles, et donc il faut qu'il y ait quand même un intermédiaire, quelqu'un qui puisse un peu dire ok, j'ai fait ça, mais ça a permis de financer la réfection de la piscine ou de construire une crèche. Ça. Donc de trouver cet intérêt, et encore une fois, vu les masses financières en jeu, on a de quoi construire un alignement d'intérêt, on a de quoi le faire. Après, il faut juste le vouloir. Rénovation énergétique là, des bâtiments, qu'est-ce que tu en penses, toi? Édouard Philippe dit une folie, bombe sociale et politique. Tiens, j'ai là... attends, juste, parce qu'il se trouve que ce matin, un téléspectateur de Bismart m'a envoyé... récit de terrain d'un copropriétaire bailleur, président de conseil syndical et syndic bénévole d'une copropriété de 27 lots à Paris, construite entre 1850 et 1900. Et en gros, son propos, il est assez simple. Il est de dire... le propriétaire individuel ne peut absolument rien faire tout seul. Et la copropriété, en fait... peut tout bloquer. Bloque tout parce qu'elle se dit c'est une telle bombe que de toute façon ils vont reculer, ça sert à rien de commencer à faire les travaux. Voilà. Et alors il raconte son parcours du combattant, je vous en fais grâce, mais pour essayer quand même de faire avancer sa copropriété. Mais ça m'a semblé effectivement le truc où chacun se dit mais c'est tellement énorme que forcément ils vont reculer. Ah ouais, alors c'est possible, c'est pas impossible on va dire. Alors d'une part il y a déjà eu des caveats qui ont été pris sur la loi, c'est-à-dire que c'est les nouvelles locations qui sont interdites. Absolument. C'est pas toutes les locations. Pas le renouvellement des baux. Un propriétaire qui louerait son logement, c'est un habitat qui n'est pas considéré comme indigne. Indigne, c'est une qualification pénale. Là, vous êtes sur un habitat qui est considéré comme énergivore, qui est une qualification non pénale. Donc vous voyez déjà qu'il y a eu un certain nombre de glissements qui font que l'application et puis l'application concrète de la loi, c'est-à-dire que qui va aller vérifier derrière chaque annonce que c'est bien personne. Donc évidemment, c'est un peu ce qui commence à se dire, et c'est un peu le problème des objectifs trop ambitieux. Toujours la même chose. Quand on fixe un objectif trop ambitieux et que tout le monde sait qu'on ne va pas l'atteindre, l'objectif n'existe plus par lui-même. Il disparaît, il se dissout. Et donc c'est un peu ce qu'on est en train de vivre, avec aussi des effets de bord. C'est-à-dire que vous faites peser plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros de valeur de patrimoine sur un acte qui vaut 100 balles. Pas besoin d'être un grand clert pour imaginer ce que ça peut faire en termes de contournement. C'est quoi l'acte qui vaut 100 balles? Ah, c'est le diagnostic. Ah oui, le DPE. Ouais. Ah oui, oui. Peut-être récemment pour dire qu'il y a une partie de DPE était faux, mais on est rentré dans un système qui est tellement gros, qui fait bouger des masses tellement importantes et avec des effets qui sont tellement rapides que ça ne peut pas, c'est un paquebot, donc un paquebot, ça ne fait pas faire des demi-tours comme ça. Et après, il y a un dernier sujet sur la rénovation qui mérite d'être pointé aussi,
c'est que, alors un peu moins avec le coût de l'énergie et de l'électricité assez fort jusqu'à présent, maintenant, mais jusqu'à présent, il y avait un énorme effet rebond. L'effet rebond, c'est quoi? C'est que les gens augmentent le chauffage. C'est tout. C'est-à-dire qu'ils dépensaient 100 €, ils font les travaux, ils continuent de dépenser 100 €, mais ils ont passé le chauffage de 19 à 21 degrés. Et ça, c'est un peu un impensé de la rénovation. Personne n'ose trop en parler. Ah oui, jamais entendu ça. Il y a des études qui ont été menées, parce que toutes les études qui disent vous allez rembourser en 10 ans, en 15 ans, les travaux et autres, c'est si vous baissez, si vous gardez votre niveau de chauffage. Mais l'effet rebond, c'est que les gens aiment se chauffer plus. Et donc, il y a une dimension de confort qui est assez négligée dans cet exercice-là. Et on a montré qu'au final, avec cette augmentation, cet effet rebond, la réalité de la baisse de la consommation induite par la rénovation énergétique des bâtiments, elle est quand même parfois assez limitée. Un mot sur la définition de cet effet rebond, c'est notamment dans toutes les politiques en ce moment ESG, c'est la façon dont une très bonne intention peut amener en fait un résultat. On me le racontait hier, c'est ce qui est en ce moment en train de se passer avec McDonald's, avec l'obligation d'avoir de la vaisselle réutilisable dans les fast-food. Le problème, c'est que les gens partent avec et que donc en fait, il faut produire beaucoup plus de matière plastique pour avoir ces produits réutilisables. Mais bon, c'est peut-être juste un moment. Qu'est-ce que peut faire la tech, Robin? Qu'est-ce que les solutions technologiques sur lesquelles tu travailles, toi, en tant qu'entrepreneur, peuvent essayer d'apporter? Nous, on travaille vraiment pour les très gros gestionnaires de patrimoine. Donc, c'est là où il y a plus de facilité, parce qu'il y a moins cet effet rebond, il y a plus de rationalité. C'est un très gros gestionnaire qui doit gérer des... Donc, nous, on l'aide à mieux gérer. On fait de l'intelligence artificielle appliquée au bâtiment. Donc, on va capter des données dans les documents, des données dans les plans, et on va l'aider à mieux gérer le patrimoine en automatique, c'est-à-dire les travaux, l'arbitrage, entre est-ce que je vais faire des travaux dans cet immeuble, est-ce qu'il va me rapporter assez, donc toutes ces choses-là. Donc ça marche très bien. Aujourd'hui, on est 130 personnes, donc ça commence à faire une belle petite boîte. Mais après, sur la tech elle-même, encore une fois, le problème, c'est un problème de construction. Ouais. Certains vont dire, mais le foncier est une ressource rare. Le foncier est une ressource rare, certes, ça c'est vrai. Mais la surface de plancher, elle est infinie. Je veux dire, on ne va pas construire des immeubles de 2000 étages, mais si le foncier est rare, la solution, c'est de construire un peu plus d'étages. Et je dis souvent ça, mais Haussmann construisait d'abord à 6, puis à 7 étages. Aujourd'hui, en Ile-de-France, les permis sont délivrés entre 3, 4, 5 maximum étages. La population a été multipliée par 5 dans l'intervalle. Est-ce qu'on ne peut pas à un moment se poser la question et se dire, très bien, 3, 4 étages, c'est sympa, mais l'étage marginal, le désagrément qu'il crée, il est quand même pas énorme. Et par contre, il vient de diviser le prix du foncier par 25%. C'est-à-dire que je passe Mais bien sûr. C'est des effets qui sont monstrueux. Et donc le problème, c'est qu'on est vraiment dans une logique où aujourd'hui, on est incapable de dire, mais en fait, il n'y a pas les constructions en Ile-de-France, ça devrait être 30 mètres et pas en dessous. Parce que c'est ça ce qu'il faut. On a besoin de ces logements-là. Donc le foncier est rare, certes, mais la surface de plancher, elle n'est pas rare. Encore une fois, on peut augmenter. Bon, j'aurais pas eu le temps de te poser la dernière question que j'avais préparée, mais comme je l'ai dit en sommaire, je n'aurai pas le temps et je réinviterai Robin. Mais donc, c'était en mars 2015 que j'avais fait ta connaissance avec un bouquin qui s'appelait La France est prête. Je me demandais si 8 ans après, on en reparlera malheureusement. Tu continues à penser que la France était prête. Elle était peut-être pas si prête que ça, c'est ça la conclusion? Une partie de la France est prête, on va dire. Une partie de la France est prête. Merci beaucoup Robin. Romain Rivaton, donc, qui était avec nous sur Bismart.